Je vais essayer de montrer quelques aspects de gravité quantique et des éventuels effets de rémanence qui peuvent en découler pour ce qui est des traces de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Donc je pense qu'il faut commencer par quelques éléments de relativité générale. Et l'idée fondamentale est relativement simple. Initialement, on part d'un intervalle ds carré égale dt carré moins dx carré moins dy carré moins dz carré. Ça, c'est la relativité restreinte. Et puis, on va le généraliser en un nouvel intervalle qui va s'écrire ds carré égale somme de mu égale 1 à 3, de somme de nu égale 0 à 3, de g mu nu dx mu dx nu. Et c'est cet objet-là, qui est le tenseur métrique, qui contient 10 composantes indépendantes, qui va finalement receler toute l'information géométrique sur la structure de l'espace-temps. Étonnamment, peut-être, la question de l'origine, de sa rémanence, au sens le plus fort du terme, est celle de la théorie ultime, décrivant la structure intime de l'espace, semble se rejoindre. Il faut faire face à la seconde pour espérer apporter quelques éléments de réponse à la première. Et il en est ainsi pour une raison assez simple. L'évolution du cosmos est remarquablement bien décrite par une théorie magnifique, la relativité générale. La grande découverte d'Einstein, à moins qu'il ne faille dire invention, parce que je crois que la science procède aussi d'une démarche relativement analogue à la création artistique, la relativité donc, montre que l'espace est une entité dynamique. Il n'est plus un cadre figé dans lequel se joue le grand jeu de la nature. Il est lui-même un champ, un objet en évolution. Il peut se courber autour des étoiles, des planètes ou des trous noirs. Quand on utilise la théorie pour décrire le cosmos lui-même, essentiellement homogène aux grandes échelles, il apparaît que l'espace doit être en expansion, ou en contraction, peu importe, cela ne dépend que des conditions initiales. Mais le point nodal est qu'il n'est pas statique. La relativité prédit un univers en mouvement. Il ne s'expand pas dans un milieu qui l'entoure, il est à lui-même son propre contenant. Cette histoire, notre histoire, est bien comprise et jouit, je crois, d'un très haut niveau de fiabilité. Elle décrit ce qui advint entre sans doute un milliardième de seconde après le Big Bang et l'époque contemporaine. Finalement, le Big Bang en tant que moment originel est peut-être la pierre d'achoppement du modèle. Et elle l'est pour une raison simple. Le Big Bang constitue ce qu'on nomme une singularité. Les grandeurs mathématiques pertinentes deviennent infinies. On évoque parfois une pathologie de l'espace-temps. Je pense que c'est bien présomptueux. Il s'agit plutôt d'une pathologie de notre théorie. En un sens, la relativité a cette ultime élégance de nous indiquer d'elle-même, clairement, quand elle cesse de fonctionner. Et on sait pourquoi elle cesse de fonctionner. Parce que la dimension quantique lui fait défaut. La physique quantique, c'est l'autre grande découverte du XXe siècle. Dualité onde-corpuscule, superposition, intrication, c'est-à-dire enchevêtrement, non-localité. Les concepts du monde quantique sont étranges, inévidents pour l'intuition, mais corroborés par un siècle d'expérience et de calculs prodigieux. C'est en particulier la science qui décrit avec brio les collisions de particules élémentaires, les atomes et les noyaux, qui montre que parfois, agir sur un photon, sur un grain de lumière donc, peut immédiatement changer l'état d'un autre photon, arbitrairement éloigné du premier. Pour comprendre vraiment le Big Bang, il faut donc bien, de façon inévitable, concilier le monde quantique d'une part avec l'univers relativiste d'autre part. Il faut conjoindre les deux grands pilastres de la physique contemporaine. Mais l'exercice est périlleux, et ceci pour de multiples raisons. À commencer, je crois, par le traitement du temps. Il est usuel, externe, linéaire en physique quantique. Stricto sensu, il n'existe plus en relativité générale. Cela rend l'unification délicate. De plus, la relativité est fondamentalement géométrique, tandis que la science quantique rend toute géométrisation impossible. Les tensions sont immenses, mais nous n'avons sans doute pas le choix. Il faut penser dans la conjonction de ces deux propositions, qui sont peut-être aussi d'ailleurs deux récits et de langage pour tenter d'approcher l'origine. Il n'y a aucune approche absolument consensuelle, mais différentes pistes pour ce faire. L'une d'elles, nommée gravitation quantique à boucle, tente de concilier sans hypothèse radicale supplémentaire
Les grands principes d'Einstein d'une part, et de Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Planck, Bohr, Dirac et De Broglie d'autre part. Quand on l'applique, cette étonnante mais cohérente vision au cosmos lui-même, c'est le Big Bang qui disparaît. Non pas le fait que le cosmos est actuellement en expansion et que la totalité de ce qui est aujourd'hui visible fut dans le passé contenu dans une sphère plus petite qu'une tête d'épingle. Ce sont là, je crois, des acquis quasiment définitifs. Mais l'exposition, l'instant initial, pourrait-on dire, se dérobe. Le Big Bang est remplacé par un Big Bounce, un grand rebond. S'ouvre alors un tout autre passé pour l'univers. Il y aurait eu une phase de contraction avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il y aurait eu, pourrait-on dire, une autre branche à l'évolution cosmique. Et ce sont les rémanences de phénomènes qui eurent alors lieu qu'il peut être opportun de traquer aujourd'hui, comme des traces, des signes, d'infimes reliques de ce temps d'avant le temps. Naturellement, le rebond est une sorte de goulet d'étranglement. Il est très difficilement traversable, c'est presque une gorge rabelaisienne. Mais des ondes gravitationnelles, d'infimes tressaillements de l'espace-temps, pourraient y avoir survécu. Les traquer exige une immense attention, une dextérité extrême, une sensibilité à l'infime et une minutie de tous les instants. Il faut aller, pourrait-on dire, au-delà de l'immédiateté. Il faut observer en deçà des évidences. Ces ondes de gravité, vibratiles empreintes, pourraient induire une subtile polarisation de la lumière du rayonnement cosmologique fossile. La quête est longue et le succès est loin d'être assuré, mais qu'il soit en principe, possible de percevoir la rémanence de phénomènes ayant eu lieu avant le Big Bang ou de ce qui en tient lieu est une éventualité exaltante autant qu'émouvante, me semble-t-il. Ces perturbations de la géométrie pourraient être directement dues à des phénomènes de gravitation quantique. Elles pourraient aussi signer la coalescence de trous noirs durant la période de contraction. Ovide ouvrait ces métamorphoses par ces mots. Avant la formation de la terre, de la mer et du ciel qui les environne, la nature, dans l'univers, n'offrait qu'un seul aspect. On l'appela chaos, masse grossière, informe, qui n'avait que de la pesanteur, sans action et sans vie, mélange confus d'éléments qui se combattaient entre eux. Aucun soleil ne prêtait encore sa lumière au monde. La lune ne faisait point briller son croissant argenté. La Terre n'était pas suspendue, balancée par son poids au milieu des airs. L'océan sans rivage n'embrassait pas les vastes flancs du globe. L'air, la terre et les eaux étaient confondus. La Terre sans solidité, l'onde non fluide, l'air privé de lumière, les éléments étaient ennemis. Aucun d'eux n'avait sa forme actuelle. Dans le même corps, le froid combattait le chaud, le sec attaquait l'humide, les corps durs et ceux qui étaient sans résistance, les corps les plus pesants et les corps les plus légers se heurtaient sans cesse, opposés et contraires. Un dieu, ou la nature la plus puissante, termina tous ces combats, sépara le ciel de la terre des eaux, l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Le chaos étant ainsi débrouillé, les éléments occupèrent le rang qui leur fut assigné et reçurent les lois qui devaient maintenir entre eux une éternelle paix. Le feu, qui n'a point de pesanteur, brilla dans le ciel et occupa la région la plus élevée. Au-dessous, mais près de lui, vint se placer l'air par sa légèreté. La terre, entraînant les éléments épais et solides, fut fixée plus bas par son propre poids. La dernière place appartint à l'onde qui, s'étendant mollement autour de la terre, l'embrassa de toutes parts. Ce chaos primordial, ici évoqué par Ovide, qu'on retrouve d'ailleurs naturellement dans la théogonie d'Hésiode, dans la Bible, dans presque tous les mythes fondateurs, c'est un peu son empreinte que l'on recherche aujourd'hui. En relativité générale, il n'y a pas d'avant Big Bang. Le Big Bang est la naissance du temps. Avant le Big Bang n'existe pas. La question est une erreur ou un non-sens. Ce n'est pas que nous ignorons ce qu'il y avait, c'est que cette époque n'a jamais existé. Mais en gravitation quantique, comme je l'évoquais, les choses changent. La réponse se complexifie.
s'ouvre alors potentiellement un passé vertigineux. Mais y avait-il vraiment rebond? Ou peut-être plutôt émergence de l'univers à partir d'une sorte de longue phase de gestation quantique, comme s'il était en puissance, virtuelle, avant de devenir actuelle. Cette apparition de l'univers est aujourd'hui soutenue par plusieurs cadres théoriques très convaincants eux aussi, comme la théorie des cordes, qui tente d'unifier toutes les interactions et toutes les particules au sein d'un unique corpus cohérent et élégant. Même la gravitation quantique à boucle semble ne plus y être réfractaire. Les études sont en cours, les controverses intenses. Là encore, la rémanence cosmique pourrait ouvrir quelques portes pour déceler des indices de ces arrière-mondes. Il s'agit alors presque exactement de cet état indéterminé qu'évoque Ovide. Il est trop tôt pour le savoir, mais les calculs, autant que les observations avancent pour apporter des éléments de réponse à ces questions abyssales, sur lesquelles Platon, au Timée, disait que seul un discours vraisemblable est possible. Vraisemblable. Voilà un mot délicat et modeste que notre temps a un peu oublié. Ni négation de la vérité, parce qu'on le sait, renier la vérité mène toujours à la catastrophe. Ni créance naïve en une vérité nécessairement parfaitement immédiate et évidente, parce qu'on le sait aussi. Cesser d'interroger les modes de production de la vérité est l'autre face de l'obscurantisme. Je crois que sur toutes les questions essentielles, il faut oser faire face, modestement, opiniâtrement, à l'inconfort de la pensée subtile. Il faut oser la poétique, c'est-à-dire la précision, d'un clair-obscur qui concilie exigence de rigueur et reconnaissance de complexité. Il faut à la fois ne rien lâcher du saint désir de découvrir et ne rien masquer de l'indéniable contextualité de nos savoirs. Dans ce combat entre le monde et toi, écrivait Kafka dans son journal, assiste le monde.